va essayer de vous brosser un portrait général de ce sujet très hot, au bout du jour, pour vous parler un petit peu, donc, par un état des lieux. On va regarder un petit peu aussi les initiatives actuelles et parler un petit peu des opportunités futures. De manière plus spécifique, on va tout d'abord commencer par vous définir ce qu'on entend par santé numérique et, comme mentionné, faire un état rapide des lieux sur le plan des écrits scientifiques. On va vous dresser des exemples d'initiatives et de possibilités actuelles en termes de technologie dans le domaine de la santé au Québec en se concentrant sur deux grands sujets, le soutien à domicile et la téléréadaptation. On va vous parler des besoins et des attentes qui ont été manifestés par tous les acteurs qui sont impliqués dans le domaine de la santé numérique. Et on va terminer par une courte discussion sur les opportunités actuelles et futures pour le Centre-Sud, et on va se garder du temps pour pouvoir échanger avec vous. Donc, tout d'abord, pour ce qui est d'une définition de la santé numérique, celle qu'on a adoptée, Dalia et moi, c'est la définition du Consortium Santé numérique de l'Université de Montréal, qui considère la santé numérique comme un terme ombrelle qui englobe les outils numériques, donc les objets numériques, mais aussi les interventions cliniques et les données liées pour promouvoir, protéger et améliorer la santé. Donc, ça inclut autant la clinique, la gestion, la recherche et la santé publique. Donc, vous comprendrez qu'avec une définition aussi large, on ne pourra pas aborder l'ensemble de ces éléments-là, mais on va se concentrer notamment davantage sur l'aspect plus clinique. Donc, avec un terme large comme ça, la santé numérique, là, on peut le voir comme étant un terme qui inclut tous ces exemples suivants. Donc, le dossier médical électronique, les outils technologiques qui permettent le télémonitoring ou les soins à distance, tout ce qui est santé mobile, les données de santé, l'intelligence artificielle, etc. Et on vous a mis une figure qu'on trouve intéressante qui montre bien un peu l'ampleur de tout ce qui peut être intégré dans le concept de santé numérique. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur des éléments qui touchent la télésanté notamment. Mais si vous avez des questions à la fin de la présentation, on pourra évidemment aborder au mieux de nos connaissances les autres éléments liés à la santé numérique. Donc, Dalia? Alors, merci Nathalie. Donc, on va prendre juste quelques minutes d'abord pour vous parler un petit peu de différentes technologies et différents utilisateurs de ces technologies-là qu'on retrouve dans la littérature. Alors, quand on parle de la santé numérique, on peut penser « c'est nouveau, c'est récent, il n'y a pas grand-chose », mais en fait, il y a quand même beaucoup d'écrits là-dessus. Ça avance, ça progresse de façon assez rapide, mais on va en parler déjà de ce qu'on retrouve et ce qu'on sait déjà. Donc, on a plusieurs exemples déjà de différentes technologies qui sont utilisées pour des usagers, par exemple, en perte d'autonomie ou avec des déficiences physiques. On trouve différentes aides pour la mobilité, pour les AVQ, pour les AVD. On peut penser aux objets connectés, les wearables, les montres, les enceintes, les technologies comme les Alexa, les Google Home, les applications mobiles qu'on retrouve sur nos téléphones, la réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la réalité augmentée de plus en plus qu'on retrouve, des robots connectés. Alors, on retrouve quand même beaucoup de différentes technologies pour l'aide à l'indépendance, à l'autonomie. On retrouve aussi des soutiens de la cognition et de la communication. Et je pense que Nathalie pourra peut-être vous en parler un petit peu plus si vous avez des questions à la fin. Alors, différentes applications et enceintes connectées, des calendriers électroniques, des rappels, des outils qu'on utilise déjà qui peuvent être utilisés pour un soutien à la communication, un soutien à la cognition, des horloges numériques et différents outils plus sophistiqués aussi, développés en particulier pour ces besoins-là. On retrouve aussi différentes technologies qui visent à la sécurité, la sécurisation du domicile et la sécurisation de la personne. Alors, différentes technologies de télésurveillance, de suivi de maladies chroniques. Est-ce qu'il y a des changements dans l'état de santé de la personne, des suivis au niveau des chutes, des suivis au niveau des AVQ, la préparation de repas. Est-ce que la personne suit sa routine habituelle, mais aussi est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il y a des dégâts d'eau, est-ce qu'il y a une cuisinière qui a été laissée allumée, par exemple.
Et on retrouve des technologies qui fournissent de l'information. Alors, de l'information à la personne et de l'information qui provient de la personne. Alors, il y a des sites web, il y a des applications mobiles, il y a aussi des objets connectés qui vont transmettre de l'information et permettre aux cliniciens de rester connectés et de faire un suivi soit d'un groupe de personnes ou d'une personne en particulier et remarquer des changements peut-être dans sa condition. Et différentes technologies aussi qui peuvent avoir un impact et permettre les loisirs et la socialisation. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est pas négligeable dans le bien-être des différentes personnes en perte d'autonomie ou avec déficience physique. Alors, on parle, oui, on peut avoir des sites web et des réseaux sociaux, mais aussi des robots de compagnons, des tablettes qui permettent de faire des échanges, soit avec des personnes ou bien carrément avec l'objet, mais qui permettent la socialisation. Avant de changer au prochain aidant, peut-être juste mentionner que donc, il y a vraiment une grande variété de technologies qui s'adressent à l'usager lui-même, mais on a encore assez peu de données probantes très claires quant à l'efficacité réelle de ces technologies-là pour, par exemple, dans le cas des personnes âgées, assurer un meilleur soutien à domicile. Donc, il reste encore beaucoup de recherches à faire dans le domaine pour pouvoir avoir des lignes directrices notamment. En effet, merci Nathalie. Ces technologies-là peuvent aussi viser les proches aidants. Donc, elles peuvent soit viser le proche aidant, la proche aidante directement, donc aider la personne en tant que proche aidant, ou bien ça va être une technologie avec laquelle la personne proche aidante va devoir interagir pour aider l'usager. Donc, par exemple, on a des équipements de télésurveillance qu'on a mentionnés. Ces équipements de télésurveillance peuvent surveiller à la fois l'usager, mais aussi le proche aidant ou la proche aidante. Donc, ça peut être des technologies qu'il va falloir qu'ils maîtrisent aussi ou qu'ils acceptent à avoir dans leur environnement. On a aussi des outils qu'on a mentionnés de communication. Ben, dans ces outils de communication, ça peut être de la communication entre la personne proche aidante et les intervenants. Donc, ça peut être les outils de télécommunication qu'on a mentionnés un petit peu tout à l'heure, mais aussi des applications mobiles, divers outils qui vont permettre une interaction avec les intervenants. Les objets connectés, les outils qu'on a mentionnés tout à l'heure, peuvent aussi servir à donner de l'information en tant que proche aidant, de la formation aux proches aidants, des outils pour leur permettre aussi de faire un suivi avec les intervenants ou l'équipe qui les suit. Ça peut aussi être des outils qui donnent des connaissances, des informations sur la condition de la personne qui est aidée. Donc, ça peut être des outils en ligne, mais aussi des groupes de support en ligne, d'autres outils qui permettent le suivi de leur proche aidé, donc différents outils qui vont aider le proche aidant dans sa tâche. Et j'ai mentionné tout à l'heure aussi les formations qui peuvent être fournies aux proches aidants, tant avec des technologies un peu comme on utilise aujourd'hui, mais aussi avec des outils plus récents comme la réalité virtuelle qui vont leur permettre d'apprendre des tâches plus précises, par exemple. Et peut-être avant de passer à la prochaine, juste vous mentionner que c'est quand même, comme vous voyez ici, ça change le rôle de la personne proche aidante. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Des fois, c'est des tâches additionnelles qu'ils ont à faire ou bien carrément, ça change leur rôle en tant qu'aidant. Et ça peut faire partie des éléments qu'il faut considérer quand on veut mettre en place des interventions qui ont une composante de santé numérique. Et on va y revenir un peu plus après. Et enfin, il ne faut pas négliger, puis je sais vous êtes nombreux en ligne avec nous, l'impact ou les technologies qui peuvent être utilisées avec les intervenants. Donc, quand on parle en fait des santé numériques, on se rappelle avec la définition qu'on a vue, c'est pas juste une technologie, c'est vraiment un ensemble, ça vient avec les ressources qu'on a besoin autour, ça s'inscrit dans un système, ça s'inscrit dans un programme qui, lui, est dans un établissement, qui, lui, est dans un système de santé et toute une société. Donc, tout cet ensemble-là vont avoir un impact sur son utilisation
Et pour l'intervenant, ça peut avoir un impact sur son organisation de travail. Est-ce que ça s'inscrit directement dans les façons de faire de la personne, de l'équipe clinique, ou est-ce que ça nécessite des ajustements? Est-ce qu'ils vont avoir à utiliser le dossier médical informatisé qui n'était peut-être pas utilisé auparavant, etc. Ça va permettre de faire certains suivis à distance, en temps réel, comme on voit ici, et aussi en différé. Alors, je vais y venir. En temps réel, c'est des consultations comme on fait en ce moment, donc on se parle en synchrone. Ça permet d'avoir des consultations, des évaluations, de faire des interventions. On peut intégrer à ça d'autres technologies, des jeux vidéo, les jeux sérieux qui sont développés pour, par exemple, de la réadaptation, les wearables qui nous donnent de l'information, par exemple, sur la fréquence cardiaque, etc. Donc, ce sont des technologies qui permettent un suivi en temps réel pendant une évaluation ou une intervention. Ce sont des technologies aussi qui peuvent permettre de la téléformation, de la formation du clinicien ou de former les dents ou l'aider. Alors, utilisées de différentes façons, comme on a mentionné tout à l'heure, et un suivi à distance en différé ou bien on dit parfois asynchrone. Ça veut dire qu'on va suivre la progression de la maladie, comme je mentionnais, dans le temps et voir s'il y a des changements nécessaires ou c'est nécessaire d'intervenir avec l'équipe clinique. Et plusieurs de ces outils vont aussi permettre à aider à la prise de décision clinique. Ce sont des outils d'aide à la décision clinique. Ils vont venir informer la prise de décision. Ils ne vont pas prendre la décision pour le clinicien, mais ils vont être des informations additionnelles qui vont contribuer à la prise de décision. Donc, on voudrait vous donner quelques exemples d'initiatives en cours au Québec et on va commencer tout d'abord par vous parler de ces exemples dans le domaine du soutien à domicile. Je vais commencer par vous présenter un peu ce qu'on en sait de l'utilisation actuelle des outils de santé numérique dans ce contexte-là à partir d'un rapport sur lequel, en fait, d'une étude qu'on a réalisée dans le cadre du RUIS de l'Université de Montréal, plus particulièrement au sein du sous-comité technologie. Donc, on a fait deux sondages, en fait. Un sondage auprès de tous les intervenants en santé et services sociaux de 10 établissements du RUIS-UDM. Et ensuite, on a aussi fait un sondage auprès de tous les établissements en santé et services sociaux au Québec. Donc, il y en a 16 qui ont répondu. Et dans ce cas-ci, on souhaitait aller voir plus spécifiquement là, quelles étaient les initiatives qui avaient été tentées ou planifiées. Et le premier sondage visait à voir un peu quelles sont les pratiques actuelles de santé numérique en contexte de soutien à domicile dans le RUIS-UDM. Donc, ce premier sondage sur les pratiques actuelles, vous n'avez pas besoin de regarder tous les chiffres. En fait, ce qui est important, c'est en jaune. Donc, on a eu 837 répondants à ce sondage. C'est un taux de participation qui peut paraître faible, mais il ne faut pas oublier que ça a été fait en contexte COVID. Donc, en 2021 et tout début 2022, donc nous, on était quand même très contents. Mais ceci dit, il faut quand même prendre les résultats là, avec un petit grain de sel, considérant ce taux de réponse. Tout d'abord, pour ce qui est de la fréquence des demandes, c'est-à-dire combien de fois par semaine ou par mois les intervenants en soutien à domicile reçoivent-ils des demandes pour intégrer des technologies de santé numérique à l'intérieur de leur plan d'intervention? Et on voit que pour la majorité, c'est au moins 1 à 4 fois par mois et pour environ 10 là, plusieurs fois par semaine. Donc, on voit qu'il y a une demande pour ça qui vient particulièrement de la personne proche aidante, qui peut venir d'un autre professionnel de la santé et qui, dans une moindre mesure, peut provenir de la personne âgée. Donc, il faut savoir que ce sondage avait été surtout adressé au soutien à domicile des personnes âgées. Donc, peut-être que le profil là, est un petit peu différent avec des usagers qui seraient suivis là, en déficience physique, par exemple. N'empêche qu'on voit qu'il y a une demande qui est de plus en plus grande et un intérêt qui est de plus en plus grand là, à cet effet. Maintenant, on leur a demandé quelles étaient les technologies actuellement utilisées par les usagers et ils nous ont dit qu'environ 25 à 50 des usagers, donc tout dépendant des CIUS, utilisent les appareils de détection de chute. Et un petit pourcentage, donc moins de 25 des usagers, puis parfois encore moins que ça, des usagers qui utilisent des plateformes de communication, des systèmes de domotique, notamment le déverrouillage de la porte d'entrée avec un téléphone intelligent ou des serrures Bluetooth, des technologies spécifiques d'aide à la communication,
des technologies plus pour accompagner les personnes qui ont des déficiences motrices. Et on voit un petit pourcentage émergent d'utilisation des environnements intelligents, notamment des capteurs, et je vais vous en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Maintenant, jusqu'à quel point eux-mêmes recommandent d'intégrer des technologies dans leur prise en charge, donc jusqu'à quel point ils recommandent à leurs usagers de se procurer des technologies. Mais on peut voir qu'il y a quand même peu d'intervenants qui le font très fréquemment. Mais on a, je dirais, environ un 50% qui le font, soit occasionnellement, soit très souvent. Il reste un bon 24%, même plus que ça, un 40% qui ne le fait jamais. Donc, il y a encore un peu de secteurs où, je dirais, pour certains types d'intervenants, où soit les technologies ne sont pas vues comme étant pertinentes, soit, on va vous en parler tout à l'heure, on les connaît moins bien et on ne sait pas tout à fait comment les recommander. Ceci dit, plus de 80% ont un très grand intérêt à recommander des technologies, même s'ils le font peu. L'intérêt est là, mais ils nous rapportent que seulement 5% d'entre eux ont accès à des documents de référence, par exemple des procédures ou des cadres rédigés par leur établissement qui leur permettent de les guider dans l'utilisation de cette technologie-là. Donc, quelle technologie et comment, dans quel contexte. Donc, ça, c'était pour notre première initiative. Pour la deuxième initiative, on a sondé ces établissements à travers le Québec pour savoir quelles étaient les initiatives en santé numérique tentées ou planifiées. Donc, le portrait qu'on a eu là, date de 2022. Je dirais qu'il y avait énormément de projets. Donc, on en a recensé près d'une cinquantaine. Et parmi ces 50 projets, plusieurs qui s'intéressaient à l'informatisation des outils de travail pour les professionnels de la santé. Et on a en particulier vu quelques projets où on s'intéresse à mieux organiser les routes des assistants santé et services sociaux. La grande majorité des projets étaient en télésanté, et là, de toutes sortes, téléconsultation, téléréadapt, télédépistage, télésurveillance. Quelques projets s'adressant spécifiquement à la gestion de la médication, au maintien de la santé ou la prévention du déconditionnement, qui était en plus là, très important dans ce contexte de COVID. Quelques initiatives qui se sont intéressées à la surveillance ou la sécurité de la personne à son domicile et enfin, de manière beaucoup plus discrète, là, des projets particuliers, par exemple l'utilisation d'un chatbot pour répondre aux questions des patients ou un robot compagnon. Ceci dit, c'est très dynamique. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est probablement que ces projets-là se sont mis à jour depuis. Maintenant, je vais vous donner justement un exemple de ces projets innovants qui ont été essayés dans le réseau, qui est un projet qu'on a mené à mon laboratoire avec plusieurs établissements de la région de Montréal, où on a déployé un système de télésurveillance qui vise à mieux comprendre les besoins de soutien à domicile en termes d'activité de la vie quotidienne et de la vie domestique. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on installe des capteurs de domotique, comme ceux que vous avez à la maison si vous avez un système d'alarme, par exemple. Et ces capteurs-là, on les fait parler avec de l'intelligence artificielle. Ça nous permet de mieux comprendre les habitudes de sommeil, les habitudes de repas, les entrées, les sorties du domicile, l'hygiène et d'autres, par exemple, des longues périodes d'inactivité. Donc, ce n'est pas un système de télésurveillance de type bouton panique. Donc, ce n'est pas un système que l'on utilise nécessairement en temps réel, mais il peut donner des profils, par exemple, à la semaine, au mois et même sur plusieurs mois pour voir notamment les tendances et les trajectoires à travers le temps. Donc, je vous donne un petit peu un exemple c'est notre ancienne interface qu'on utilisait, maintenant on l'a un peu améliorée, mais le genre d'information qui est offert par cette télésurveillance où on voit en couleur différentes activités. En mauve, c'est le sommeil. En jaune, vous voyez des périodes de repas. Donc, on voit que cette personne-là a des repas toujours autour d'une même heure, probablement un repas du déjeuner. Des repas qui varient un petit peu plus pour le dîner et en jaune aussi des repas plus réguliers pour le souper. On ne voit pas super bien, mais en vert, on a des activités d'entrée et de sortie, je crois, du domicile. On a aussi des activités d'hygiène en turquoise. Donc, on voit quand même ici un horaire assez régulier. Et en bas, un exemple d'usager qui a été inclus dans ce projet où on voit qu'il y a un horaire complètement désorganisé
et on peut se questionner par rapport aux besoins, notamment de manger des repas réguliers ou de prendre une hygiène de manière régulière. Donc ça, c'est juste un exemple. Il y a d'autres graphiques aussi beaucoup plus faciles qu'on utilise, mais l'idée, c'est d'avoir un profil global des routines de vie quotidienne de la personne et d'ajuster son plan d'intervention en conséquence. Alors maintenant, moi, je vais vous parler, merci Nathalie, moi, je vais vous parler de quelques initiatives en téléréadaptation, des projets dans lesquels j'étais impliquée ou j'ai mené. Donc, d'abord, avant d'entrer dans des projets précis, juste vous mentionner, un peu comme j'ai mentionné au début, il y a quand même des évidences qui datent de plusieurs années, des dernières 20 ans à peu près, sur l'utilisation et l'efficacité de la téléréadaptation. Pas pour tout le monde, mais on a quand même beaucoup de revues systématiques, donc ça rassemble beaucoup de littérature sur la pertinence d'utiliser la téléréadaptation chez diverses clientèles avec différents déficits pour différents objectifs au niveau de la mobilité, au niveau des AVQ, des AVD, de la qualité de vie, de la douleur. Donc, quand même pas mal d'évidence. Par contre, c'était assez peu utilisé en clinique. Et ce n'est pas unique ici, c'est vraiment un peu partout. On a aussi des évidences par rapport à l'utilisation de ces technologies-là pour la réadaptation, pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Ça, c'est un peu plus récent, mais on en a quand même. Les évidences quand même émergent et on a de plus en plus de littérature là-dessus avec différents outils. Et on voit un peu comme Nathalie a mentionné, l'utilisation de différents outils connectés pour informer et soutenir les personnes qui ont des déficiences cognitives. Alors, un des projets que j'ai mené en collaboration très étroite avec l'équipe du programme neurologie de l'IRGLM, avec l'équipe qui travaille avec les patients qui ont subi un AVC, c'était avec l'équipe en particulier du congé précoce assisté. Alors, le congé précoce assisté, c'est quand une personne subit un AVC, est vue aux soins aigus, et aurait besoin de la réadaptation fonctionnelle intensive, mais au lieu d'être transférés en centre de réadaptation pour cette réadaptation fonctionnelle intensive à l'interne, ils vont retourner chez eux et recevoir ces services de réadaptation fonctionnelle intensive chez eux. Donc, les intervenants se déplacent au domicile du patient. Lorsque ça a été mis en place, un des premiers programmes qui avait été mis en place au Québec, une des questions qu'on avait avec eux, c'était est-ce qu'on peut utiliser la téléréadaptation dans le contexte de ce programme-là pour offrir certains des soins et améliorer l'offre de suivi, l'offre de service, la continuité, le suivi des patients, etc. Donc, on a collaboré dans un projet où on a évalué la possibilité d'utiliser et d'implanter la téléréadaptation en congé précoce assisté. Et ce projet-là est tombé en plein pendant la phase COVID. Donc, je vous dirais, en la phase juste avant la COVID, on commençait à l'implanter et ça avait commencé à être utilisé, mais principalement pour des activités non directement cliniques. Donc, par exemple, pour des réunions de plans d'intervention individualisés qui, dans le passé, pour le congé précoce assisté, se faisaient en équipe, sur place, sans le patient, et l'information était transmise au patient. Et là, ça permettait d'intégrer le patient dans sa réunion, dans sa réflexion pour définir ses objectifs. Avec la venue de COVID, c'est sûr, force majeure, il y a eu une volonté d'utiliser de plus en plus la téléréadaptation pour limiter les contacts lorsque possible. Et vous voyez là toutes sortes de différentes activités qui ont été faites par téléréadaptation avec soit l'intervenant en centre de réadaptation et le patient à domicile avec un aidant, par exemple, ou bien avec un autre intervenant, donc une intervention entre ergothérapeute, physiothérapeute, patient à domicile pour évaluer, par exemple, la préparation de repas, l'évaluation de la marche, des activités d'orthophonie, de l'enseignement. On voit vraiment différentes activités qui ont été faites avec la téléréadaptation. Et je vous dirais de façon générale, par les patients, ça a été extrêmement apprécié. Les liens thérapeutiques
entre les patients et les intervenants se sont bien établis. Et parfois, ça, c'est une crainte en particulier, les intervenants, on note ça dans la littérature, la crainte de ne pas pouvoir bien soutenir, accompagner les patients. Et les patients se sont vraiment sentis bien soutenus avec l'utilisation de ces technologies. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'était souvent des exemples d'utilisation hybride. Donc, certaines visites en personne, certaines à distance, ou bien l'intervenant était connu du patient, par exemple, en personne. On a aussi effectué plusieurs projets de télé-réadaptation avec la clientèle AVC qui utilise des jeux sérieux. Alors, je vais vous parler un petit peu d'une série de projets qu'on a fait au cours des dernières années. Au début, quand on utilisait les jeux sérieux, donc je disais tout à l'heure, les jeux sérieux, ce sont des jeux vidéo conçus pour une intention médicale ou bien une intervention en santé. Donc, dans ce cas-ci, l'amélioration du contrôle moteur, par exemple, après un AVC, ici pour le membre supérieur. Donc, on avait fait quelques études avec des patients qui étaient vus en réadaptation et on ajoutait à leur réadaptation de l'intervention avec ces jeux vidéo et on voyait des gains intéressants au niveau du contrôle moteur, au niveau du bras. On a ensuite transféré cette intervention vers la communauté, donc avec les personnes en phase chronique qui sont à domicile et qui ne reçoivent plus de réadaptation, mais qui auraient encore des déficits aux membres supérieurs. Et ce système-là de jeux vidéo permettait un suivi par l'intervenant, dans ce cas-ci par le physiothérapeute, de voir si les exercices étaient faits et devaient être adaptés à l'amélioration, par exemple, qu'il pourrait y avoir avec le patient. Et suite à cette étude-là, on remarquait des belles améliorations, même avec des personnes qui étaient en phase plus chronique, donc 6 mois, 1 an, 2 ans après un AVC, mais on voyait aussi que ça diminuait après un effet chapeau qu'on retrouve souvent avec la réadaptation en AVC. Donc, le maintien des acquis, le maintien des gains ne se faisait pas nécessairement. Donc, on a rajouté à ça une composante de télé-réadaptation, d'intervention avec l'intervenant et la personne à distance. Donc, ce que vous voyez ici, cette illustration-là, on voit l'intervenante qui échange avec le patient, plutôt avec la personne à domicile qui a un AVC, qui utilise la technologie pour le jeu vidéo et peut aussi intervenir, discuter, échanger avec la personne, fixer des objectifs, par exemple d'utilisation du membre supérieur du bras dans ses activités quotidiennes, comme on ferait en clinique, en utilisant des stratégies d'entretien motivationnel. Alors, vraiment, aller chercher la motivation, l'engagement de la personne pour qu'il y ait un maintien de ses acquis. Et ces visites ne se faisaient pas à chaque fois que la personne jouait. C'était vraiment à la discrétion de l'intervenant. Ça pouvait être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parce qu'on voulait que la personne qui utilise le jeu vidéo à domicile l'utilise presque tous les jours, 5 fois par semaine. Donc, des séances de temps en temps pour encourager cette utilisation-là. Et ce qu'on voit vraiment, on est encore en train d'analyser les résultats, mais on voit vraiment que c'est une technologie qui est très appréciée. Les interventions ponctuelles avec les intervenants sont très appréciées, les échanges. Et on voit aussi que ça maintient vraiment la motivation. Donc, on est capable d'intervenir avec une clientèle qui ne reçoit plus de services, qui n'est plus vraiment dans le réseau, à moins qu'il y ait une détérioration très importante et de continuer à avoir des gains. Je pense que c'est moi qui continue. Donc, ça, c'était quelques exemples de projets dans lesquels je suis impliquée ou que je mène. Ces exemples-là et d'autres études et la littérature nous permettent de faire ressortir quand même des besoins qui sont exprimés par les différentes parties prenantes avec qui on collabore dans ces projets-là ou qui utiliseraient ces technologies-là. Donc, je vous disais, les usagers nous disent qu'ils sont quand même très satisfaits quand ils utilisent ces technologies. Par contre, ils ont besoin d'avoir plus d'informations, de connaissances, de soutien pour bien les utiliser. Ça peut être des dépliants, ça peut être des petits aides-mémoires qu'on leur donne, des outils très simples. C'est important que quand on a des technologies qui sont utilisées, j'imagine que vous avez remarqué la même chose, ça doit être des outils
vraiment simple d'utilisation. Les intervenants, peut-être je vais passer au proche aidant plutôt, nous disent à peu près la même chose. Il y a quand même des besoins importants au niveau d'être accompagnés, d'être bien supportés dans leur nouveau rôle, d'avoir les outils nécessaires, d'avoir les personnes ressources vers qui ils peuvent se tourner, peut-être d'avoir de l'aide physique dans certains cas s'ils ont des tâches importantes à faire en tant qu'aidants. Les intervenants nous disent aussi, nous rapportent vouloir avoir plus d'informations sur un outil en particulier, mais aussi sur qu'est-ce qui existe, avoir des répertoires, avoir des guides, avoir de l'information à jour. L'information n'est pas toujours à jour, elle n'est pas toujours facilement accessible. Donc, d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui existe, c'est quoi les meilleures pratiques, comment on peut intégrer ça dans notre pratique. Et les gestionnaires, ben, je parlais tout à l'heure comment ça change les façons de faire, ça change l'organisation de travail. Donc, il ne faut pas négliger en termes de temps ce que ça prend pour implanter ce genre d'approche avec la santé numérique, mais ils veulent aussi avoir les ressources en soutien, les ressources au niveau des TI. Et ils nous parlent aussi, dans vos projets aussi, et moi aussi, des ressources dédiées pour les soutenir dans ces utilisations des technologies. Faites carrément la création de nouveaux rôles, soit de nouvelles positions même ou de nouveaux rôles pour les cliniciens sur le terrain, en lien avec la santé numérique. Donc, on approche de la fin déjà. On s'était dit qu'on vous parlerait d'opportunités actuelles et futures pour le CIUS Centre-Sud. Puis en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que il en existe vraiment beaucoup d'opportunités. Puis notre objectif n'est pas de vous faire un catalogue de ces opportunités-là. On vous a présenté plusieurs types d'outils qui existent. Ce qui nous semble plus intéressant, c'est plutôt que vous vous questionnez par rapport à quels sont vos besoins réels en lien avec cette technologie-là. Les technologies évoluent rapidement. Il existe beaucoup d'outils, mais il ne faut pas que ça soit la finalité. Il faut d'abord penser à ses besoins, quels sont les éléments qu'on veut changer, améliorer, où est-ce qu'on veut innover? Est-ce qu'on veut que la technologie vienne en aide au manque de ressources, à un meilleur accès aux services, à un service de précision, donc le bon service donné à la bonne personne au bon moment? Est-ce que c'est des technologies qui vont nous aider à évaluer l'efficacité ou l'efficience ou à l'améliorer plutôt, cette efficacité ou cette efficience de nos pratiques? Et une fois qu'on a identifié ce besoin, la technologie devient un outil. Donc, pour nous, les technologies, c'est vraiment une manière d'aider à penser comment on peut faire mieux, comment on peut faire autrement, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, il ne faut pas faire l'exercice à l'envers. Commencer par la technologie, puis ensuite penser à comment ça va servir sur le terrain, justement pour éviter un phénomène qui a été nommé par mon collègue Dany Lucier-Desrochers à Trois-Rivières, du phénomène de la tablette sur une tablette. Donc, je vous explique un petit peu. À une époque pas si lointaine, les centres de réadaptation en DI, TSA se sont beaucoup intéressés à l'utilisation des tablettes électroniques à l'intérieur des pratiques cliniques des intervenants. Et il y a plusieurs institutions qui ont décidé d'acheter des tablettes en grande quantité, mais sans réfléchir avant aux besoins de comment ces tablettes-là allaient être utilisées, comment on allait supporter sur le plan technologique et comment sur le plan gestion, on allait permettre aux cliniciens de mettre en place cette nouvelle pratique. Donc, les tablettes étaient restées sur une tablette. Oui, peut-être interrompre. On a eu la même expérience en télé-réadaptation vers 2005, où quand les centres de réadaptation à travers le Québec avaient été équipés avec des équipements de télé-réadaptation, avant de savoir vraiment à quel besoin ça allait répondre, et ça n'a pas d'emblée été utilisé. Ça n'a pas fonctionné. Donc, pour que ça fonctionne, ce que les études de Dany Lucier-Desrochers nous montrent, c'est que ça prend vraiment une cohérence et une synergie complète entre les services de technologie, les cliniciens et la gestion. Et on a certains auteurs qui nous parlent d'autres éléments très intéressants et importants à considérer, notamment Trisha Greenhalgh, qui est une chercheuse de l'Angleterre, qui a publié un article dont le titre est « Pourquoi tant de programmes en technologie de la santé ne réussissent pas ». Et c'est qu'en fait, ces projets de santé numérique, c'est des projets très complexes qui impliquent, comme vous pouvez le voir ici, 7 grands facteurs
Et souvent, on a tendance à n'en considérer que quelques-uns et spécifiquement celui de la technologie. Donc, on s'intéresse à la techno, à l'objet ou au système, mais on oublie complètement de préparer le terrain pour adopter cette technologie-là. On ne tient pas compte de l'impact possible sur le patient en fonction de ses conditions, de ses particularités, sur le clinicien lui-même, mais également sur l'organisation, ses procédures, comment la technologie va pouvoir s'intégrer de manière harmonieuse, comment c'est en accord avec les politiques provinciales, etc. Donc, Trisha Greenard nous dit qu'il faut bien préparer le terrain d'atterrissage à une innovation en santé numérique, sinon la tablette va rester sur une tablette. On trouvait que c'est important aussi d'adresser certains enjeux qui peuvent émerger ou qui peuvent être présents, des enjeux éthiques et d'équité lorsqu'on veut utiliser ou lorsqu'on utilise la santé numérique et en particulier lorsque ça commence à être utilisé à plus grande échelle. Alors, on va juste, je pense, finir avec ça. C'est pas pour mettre des freins sur l'utilisation de la santé numérique, mais c'est plutôt pour vous dire voici quelques éléments auxquels il faut penser quand on veut intégrer ces technologies-là dans nos interventions et dans nos systèmes. C'est vraiment important de réfléchir à qui aura accès à ces technologies-là, tant au niveau de la technologie, mais aussi de la capacité de l'utiliser, par exemple de la littératie numérique, est-ce qu'ils vont être capables de l'utiliser? Est-ce qu'on va aller peut-être on vise à améliorer, par exemple, l'accessibilité aux soins avec la téléréadaptation, mais est-ce qu'on va venir augmenter des disparités entre des populations marginalisées en limitant qui a accès à la technologie? Comment est-ce qu'on peut intervenir là-dessus? Il y a parfois des politiques publiques qu'on peut mettre en place qui sont en train d'être réfléchies même en ce moment. Par exemple, permettre l'accès à Internet ou assurer l'accès à Internet à tous de haute vitesse. Rembourser certaines de ces technologies-là de la même manière qu'on rembourse certains autres équipements. Très important aussi de faire attention à l'agisme lorsqu'on parle des technologies. Et dans le sens de l'agisme, on parle tant au niveau des personnes âgées, donc de penser que on ne pense pas que cette personne-là va pouvoir utiliser cette technologie-là. C'est une personne plus âgée, probablement qu'elle ne va pas être à l'aise, probablement qu'elle ne va pas vouloir. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on retrouve dans la littérature, mais aussi au niveau du clinicien, la clinicienne, d'avoir une perception que certains ne vont pas vouloir l'utiliser parce qu'ils sont peut-être des cliniciennes plus seniors. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas. Et si c'est le cas, si on pense à ça, c'est de penser à des stratégies pour remédier à ça, au pallier et les soutenir. Attention aussi au capacitisme ou ce qu'on appelle ableism, c'est d'avoir des attitudes un peu stéréotypées ou des généralisations comme quoi ces technologies-là, non, ça va être trop difficile à être utilisé ou ils ne vont pas vouloir les utiliser, les personnes avec incapacité, par exemple, et plutôt de voir c'est quoi les besoins et quelles technologies peuvent répondre aux besoins. Et un autre enjeu qu'on remarque avec ces technologies-là, c'est ce qu'on appelle information overload. Ces technologies souvent permettent de recueillir énormément d'informations. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de toute cette information-là, mais tant pour le clinicien, la clinicienne ou pour la personne, ça peut être énormément d'informations qui proviennent de la technologie ou bien d'informations sur la technologie au niveau de la formation, au niveau de changer les façons de faire, etc. Donc, vraiment important d'en tenir compte et de minimiser cet effort cognitif, je pense, en lien avec les technologies si on veut qu'elles soient utilisées. Et quelques autres éléments que je pense sont importants. On parle souvent de consentement. Quand on parle de consentement, c'est un consentement éclairé, qu'on utilise parfois des nouvelles technologies. Donc, il faut que la personne comprenne ce qui est utilisé, pourquoi est-ce qu'ils acceptent de l'utiliser, mais aussi de consentement par exemple, quand on parle de la téléréadaptation, qui est présent dans la salle. Ils ne savent pas nécessairement qui les voit pendant l'intervention, de la même façon qu'on verrait si on était dans une salle, dans un gymnase de physiothérapie, par exemple. On parle aussi de la sécurité des données beaucoup en ce moment, mais c'est en particulier très important quand on parle de tout ce qui est la santé numérique, qui va avoir accès à ces données, où est-ce qu'elles sont stockées, quelles données sont en effet enregistrées, lesquelles ne sont pas enregistrées, etc. Je vous dirais aussi qu'il faut être conscient
qu'il y a des biais dans nos outils, des biais inconscients parfois dans les outils, surtout les outils de prise à la décision clinique, parce qu'elles sont basées sur des données. Et parfois, elles sont basées sur des données dans certaines populations. Ça pourrait être population d'un certain âge ou certains sexes, etc. Donc, ça ne reflète pas nécessairement la réalité de tout le monde et il faut en être conscient. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment se rappeler que quand on choisit d'utiliser quoi que ce soit, incluant la santé numérique, c'est pour maximiser vraiment les bienfaits pour le patient et tout en minimisant les risques. Tout peut avoir un risque, mais vraiment en minimisant les risques. Et sur ce sujet-là, c'est vraiment la pertinence d'utiliser son jugement clinique dans toute prise de décision. Donc, même si on vous a présenté qu'un outil peut être utilisé, la littérature nous démontre que c'est raisonnable d'utiliser, c'est efficace d'utiliser une certaine technologie, d'utiliser son jugement clinique pour évaluer la sécurité et le risque pour son patient. Donc, en conclusion, si on pense au take-home message, ben, c'est sûr qu'on peut considérer la situation actuelle, autant au Québec qu'au niveau mondial, comme étant particulièrement propice à une plus grande utilisation des outils de santé numérique. Vous savez, au niveau du ministère de la Santé, ici au Québec, on a vraiment cette volonté de passer à une étape grand V en lien avec la technologie. Mais il faut quand même retenir que pour l'instant, il manque des données claires sur l'efficacité de ces solutions numériques-là sur le plan de la recherche, qu'on ne connaît pas encore très bien les meilleurs contextes d'implantation. Il y a plusieurs enjeux éthiques. Ceci dit, en tout cas, toutes les deux, on considère que c'est maintenant le bon moment. The time is now, comme on dirait en bon français. C'est le temps d'embarquer dans le train parce que la technologie va avancer beaucoup plus vite que nous et on va avoir un trop gros retard à rattraper. Ceci dit, il ne faut pas le faire n'importe comment. Penser au phénomène de la tablette sur une tablette, penser aux besoins. D'abord, comment on peut faire mieux, puis ensuite, comment la technologie va venir s'implanter de manière harmonieuse à l'intérieur de notre organisation. Rester informé. Le domaine évolue vraiment rapidement. Donc, nous, on aimerait se terminer avec une question, peut-être, qui va lancer les échanges avec vous. Quelle sera la suite pour le CIUS Centre-Sud ou pour vos milieux de travail respectifs?